Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la feuille de match. Très heureux de vous retrouver. Merci de la confiance que vous nous faites chaque jeudi soir à partir de 20h. Eh bien, vous le savez, nous sommes là pour vous aider à décrypter la grille du Loto-Foot Paris 11 Sport Loto-Foot 15. Il y a un pactole d'1 million d'euros à gagner ce dimanche. Évidemment, si vous validez votre grille avant 9h55 dimanche, avant 9h55. Pour nous aider à décrypter la grille, eh bien, l'équipe habituelle, on vous l'a dit, il y a Maître Pascal Bon. Bonsoir Maître. Bonsoir Rudy. Maître Pascal Bon, ensuite c'est Patrice Basile. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tout le monde. Et également bonsoir à Ronnie Béral. Bonsoir tout le monde. La semaine dernière, nous vous le disions, invité. Et le premier invité, c'est Matt Le Buzz. Bonsoir Matt Le Buzz. Bonsoir à vous. Alors, bon, on a un certain âge, mais on est quand même sur les réseaux sociaux, on sait qui vous êtes. Mais pour ceux qui ne savent pas qui est Matt Le Buzz c'est qui, il fait quoi? Je suis un comédien, humoriste, aujourd'hui on appelle ça aussi influenceur sur les réseaux sociaux. Donc je fais de la comédie, je fais des blagues sur le net et des sketchs que vous pouvez suivre sur mes pages Facebook et Instagram. Ça nourrit son homme, ça? Ça va en ce moment. Ça va en ce moment. On va essayer quand même, même si ça nourrit son homme, on va essayer de faire gagner quelques euros. Si vous voulez également participer, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. C'est 1 million d'euros, on l'a dit, c'est avant 9h55 dimanche prochain. On va y arriver tout à l'heure. Maître, je voudrais vous présenter votre client ce soir, ou vos clients. Tenez-vous bien, vous devez défendre les présidents de clubs qui refusent de libérer leurs joueurs pour les matchs internationaux hors de l'Union européenne. Donc ça concerne les gens qui vont au Brésil, à Cannes, enfin bref. Ces gens-là refusent. Donc ils sont accusés, je ne sais pas, vous allez me dire si c'est un chef d'accusation qui tient la route, ils sont accusés de rébellion en bande organisée. Excellent Rudy, vous êtes en phase avec l'actualité. En tout cas, l'accusation, elle tient. L'incrimination tient, mais on verra si mes clients sont coupables. Vous plaiderez quoi? L'état de nécessité, donc l'irresponsabilité pénale. Oh. Alors restez avec nous, tout ça en fin d'émission dans la parole à la défense. Le maître Pascal Bon qui doit donc ce soir défendre les présidents de clubs qui refusent de libérer leurs joueurs pour des matchs internationaux hors Union européenne. Bien, on va parler rapidement de l'équipe de France. Ce midi, eh bien, on a donné la liste des joueurs. On y, des surprises. On a déjà 3 Guadeloupéens, c'est une bonne chose. Oui, il y a 3 Guadeloupéens, Martial, Coman et Thomas Lemar, qui pour moi est une surprise c'est vrai qu'il revient quand même avec l'Atlético, il fait de bons matchs, il fait de bonnes apparitions avec l'Atlético. C'était compliqué pour lui en début de saison, donc on ne le voyait plus. La surprise, si surprise il y en a, pour moi c'est la présence d'Areola dans les buts, parce que même s'il fait de belles performances de temps à autre avec Fulham, Fulham est quand même 18e. Donc voilà, et puis après il y a Sissoko, indéboulonnable. C'est l'homme du président, de l'entraîneur. C'est clair, même s'il ne le joue pas en club, il est remplaçant en club, il est quand même... Même à 50 ans, il sera là. Il fait partie des hommes de base de Deschamps. Et puis bien évidemment, l'éternel Olivier Giroud. Alors, je ne partage pas vos surprises. Moi, pour ce qui me concerne, la présence de Thomas Lemar n'est pas une surprise parce que ça fait un moment qu'il est titulaire dans l'équipe qui est première en Liga. En revanche, ma surprise à moi, c'est la présence de Martial. Parce que je trouve Martial légèrement nonchalant dans les matchs. Il rate beaucoup trop d'occasions, des occasions nettes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit retenu. Et puis bon, on sait qu'il a été victime de son crachat, le fils de Thuram, Marcus. Donc il n'est pas dans le groupe non plus. Maître? C'est vrai que Deschamps est de la même coutume de toujours choisir des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires. Par exemple, on a, vous l'avez dit, Martial, on sait ses capacités, on sait ses potentialités. Il n'est pas efficace, mais en tout cas, en termes d'engagement et d'implication dans le jeu, il est toujours là. Il percute, il est toujours là. Donc lui, il aime ça. En équipe de France, il peut compter sur Martial. Par contre, du côté, vous disiez de Dembélé aussi, il a récupéré Ousmane Dembélé, ça aussi c'est une surprise puisque, même si avec l'absence des attaquants, il est de plus en plus en vue, il me semble que c'est un peu, encore une fois, une manière de donner une confiance à un joueur qui n'est pas forcément si efficace en club. Didier Deschamps, en fait, il a expliqué qu'il part de son groupe du Coupe du Monde, des champions du monde, et il reste sur cette
théorie-là qu'il faut garder ce groupe. Quand on voit l'anglais, par exemple, présent dans ce groupe, on se dit, mais l'anglais, il est à la rue en ce moment. Mais c'est pas grave, l'anglais fait partie du groupe, il l'a intégré dans le groupe, tout comme il ne fera jamais venir Benzema qui éclabousse tout le monde. C'est vraiment aujourd'hui un des meilleurs attaquants du monde. Donc il reste fidèle, quels que soient les noms qu'on a sur cette liste, à sa politique. Il n'en change pas. Matt Lebuzz, il y a une surprise pour vous dans ce groupe, ce groupe retenu par Deschamps? Non, moi, ce serait plutôt des déceptions. Je m'attendais à voir Théo Hernandez qui fait une super saison à Milan au niveau arrière-gauche. Et Jordan Verretou de l'AS Roma qui est aussi excellent au milieu de terrain. Donc, c'est mes 2 regrets pour l'instant pour cette liste. Bon, on va dire qu'il connaît un peu le foot parce qu'il donne des noms qui sont pas au haut de l'affiche. Hein, parce que c'est facile de espoirs. parler. Hernandez, beaucoup se posent la question pour Hernandez. Qui est le frère de l'autre. Donc, qui est le frère de l'autre, celui qui joue au Bayern Voilà. de Munich, qui est en difficulté au Bayern de Munich. En revanche, lui, il est vraiment, Tient la baraque. le haut du panier à Milan AC, c'est carrément lui qui tient la baraque au Milan AC. Et c'est vrai que Jordan Verretou fait une bonne saison. Ah oui, il est en Italie, je crois qu'il est à la Fiorentina. À la Roma. À la Roma, pardon, il était à la Fiorentina, il est à la Roma. Et c'est vrai que Verretou, l'ancien entraîneur, fait également une bonne saison. Joueur qu'on aurait bien aimé voir en équipe de France, mais ça me semble un peu compromis dans la mesure où c'est la dernière liste quand même avant l'Euro. Il n'y aura plus de liste avant l'Euro, donc je pense que ceux qui sont là sont ceux qui vont à mon avis figurer sur la liste pour l'Euro. Et Deschamps qui a sélectionné 26 joueurs au lieu de 23 habituellement parce que... Il y aura 3 départs. Non, c'est Pas pas forcément. qu'il y a le programme est chargé, il y a même 3 matchs à jouer donc en 6 jours. Et donc il a préféré opter pour un groupe assez large. Voilà donc pour la parenthèse, l'équipe de France de football. La grille va se présenter à l'instant sur votre écran. C'est celle que nous allons décrypter ensemble pour vous aider à gagner tout ou partie du 1 million d'euros dimanche avant 9h55. Allez, on la regarde ensemble cette grille. C'est donc Lyon, PSG, Lille, Nîmes, Nantes, Lorient, Dijon, Reims, Montpellier, Bordeaux, Brest, Angers, Leicester, Man U, West Ham, Arsenal, Aston Villa, Tottenham, Hertha Berlin, Leverkusen, Real Sociedad, FC Barcelone, Atlético Madrid, Alaves, Fiorentina, Milan AC, AS Rome, Napoli. Des matchs quand même assez compliqués, mais enfin bon, on vous donnera nos lectures successives de ces rencontres. Rencontres bien évidemment que vous aurez à pronostiquer de chez vous avec les éléments qu'on va vous donner. Si vous voulez nous suivre, eh bien ce sera tant mieux et j'espère qu'on vous fera gagner. Si vous ne voulez pas nous suivre, vous prenez nos éléments et vous faites votre grille. C'est parti donc pour le premier match qui nous intéresse. Et quel match! Et quel match! C'est capital à plus d'un titre. Capitale des Gaunes, capitale de la France, capitale pour le titre de champion de France. Maître. Oui, 2 belles équipes qui tiennent le haut du pavé dans notre championnat, avec une équipe de PSG qui, malgré on va dire, la surprise nantaise dimanche dernier, continue, en tout cas en Coupe d'Europe et aussi cette semaine contre Lille. C'est quand même le premier du championnat, hein, celui à qui on espère et on prétend le titre de champion, et pourtant très facile à la mi-temps. Je crois que c'était déjà 2-0, je crois, voilà, plié. Donc voici un match qui, à mon sens, face à une équipe de Lyon qui aussi nous déçoit défensivement, hein. Sur le plan offensif, il n'y a pas de difficulté, mais vu que Nantes a réussi à faire, moi je dis couverture pas complète mais semi-complète, victoire de PSG ou victoire de Lyon, mais il n'y aura pas de match nul. Alors, moi, Rudy, je m'attendais à ce que vous demandiez à Maître Bon de défendre Paris Saint-Germain, qui pour moi est coupable d'un manque de professionnalisme invraisemblable sur ce match de Nantes. Et je suis content pour Nantes parce que j'aime bien Nantes et on lui a offert ces 3 points, c'est sympa. Alors comme c'est un prévenu récidiviste, on aura l'occasion. Non, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Après la qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions, on en reparle. Non, mais bon, on a offert des points à Nantes. D'ailleurs, je salue mon ami Alain Bichara, il est très content pour ça. Et après, je dirais que PSG aujourd'hui a une équipe pour battre n'importe quelle équipe. Alors, ceci étant, vous me pardonnerez. Oui. Matt Lebuzz a dit qu'on peut le suivre sur les réseaux sociaux, Oui, Facebook, oui. Instagram et autres. Moi, je me suis déconnecté de Facebook quelque temps après la victoire de Nantes
contre le Paris Saint-Germain pour éviter une certaine Jocelyne Viardot, qui a été l'entraîneur de MJC, l'équipe féminine, plusieurs fois championne de Guadeloupe. Je crois qu'elle est avec les Flyers maintenant, mais c'est une inconditionnelle du FC Nantes, avec des propos peu châtiés quand il s'agit de parler des autres équipes en dehors de Nantes. Donc, voilà, les réseaux sociaux, j'avais mis de côté pour saluer Jocelyne Viardot avec sa belle victoire de Nantes. On la salue aussi. Non, mais pour revenir encore une fois au PSG, bon, vous avez vu ce qui s'est passé à Lille, 3-0. Quand ils veulent jouer, ils jouent. Donc, si le PSG veut jouer dans ce match contre Lyon, PSG gagne sans aucun problème. Maintenant, c'est eux qui décident. Je ne sais plus quoi dire là-dessus. Donc, pour moi, c'est PSG qui gagne. Voilà, après, moi, j'ai envie de dire qu'après la défaite face à Nantes, Paris doit de toute façon se remobiliser et puis prendre des points. Il n'y a pas photo entre les deux équipes. Sur le papier, c'est clair que Paris est intrinsèquement beaucoup plus fort que Lyon. Maintenant, Lyon est à domicile, doit battre Paris au match aller. Paris reste quand même sur 2 succès consécutifs à Lyon. Donc, ça aussi, ça va compter. Moi, je pense qu'effectivement, si le Paris Saint-Germain joue à son niveau, il doit gagner ce match-là. Quoi qu'il arrive, il y aura un vainqueur, puisque c'est un match capital, important pour les deux équipes. Galtier souhaite un match nul entre les deux équipes, mais je pense qu'il devrait se méfier quand même de Nîmes. Il n'y aura pas de match nul, il y aura forcément un vainqueur, et le vainqueur, eh bien, c'est clair que le vaincu, à mon avis, ce sera difficile. Pourra certainement dire adieu au titre de champion de France. En tout cas, 31% des internautes voient la victoire de Lyon, 31% le match nul et 38% sont pour une victoire du PSG. Quand même, le PSG légèrement favori. Mais ça va se jouer à très peu de choses et je crois qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a plus les moyens de ses ambitions, à savoir le jeu, léché, etc. Je crois que Paris va attendre Lyon et prendre Lyon en compte. C'est comme ça qu'ils vont gagner ce match-là s'ils doivent le gagner. C'est-à-dire que déjà le contexte du match de Nantes est particulier parce qu'il y a eu des choses extrasportives qui peut-être... non. Ouais, je sais pas, on a vraiment senti quelque chose qui s'est passé au niveau de quand Leonardo est descendu, tout d'un coup Paris a arrêté de jouer et a pris 2 buts en 10 minutes. Donc bon, on va dire ça comme ça. J'ai un autre petit problème, c'est que Paris a du mal contre les gros cette saison. Je me rappelle pas d'avoir battu un gros cette saison. Enfin, je dis parce que c'est mon équipe, mais on avait compris ça. Mais c'est vrai qu'on a du mal avec les gros. Le fils de l'autre. C'est ça. On a du mal avec les gros cette saison, mais c'est vrai que 7 défaites, ça fait déjà beaucoup. Donc je pense que là, il faudra effectivement gagner ce match. Bon pour gagner. Ceci étant, Rudy, permettez, mais Habib Bey, que j'apprécie énormément, a dit lors du match contre Nantes que ces choses-là se ressentent ça se ressent. Et lui-même, en tant que joueur, il a déjà vécu des choses comme ça. Et l'action sur laquelle on voit Leonardo se rapprocher, parler au coach, etc., les joueurs ont senti qu'il y avait quelque chose. Surtout son public. Les joueurs ont senti qu'il y avait quelque chose. Alors moi j'ai envie de dire... Ça n'explique pas tout. J'ai envie de dire pourquoi les appelle-t-on des professionnels ? Oui, non, mais c'est pour ça que je dis qu'ils doivent être défendus par Maître Bon. D'accord. Pourquoi les appelle-t-on des professionnels ? On ne doit pas être impacté sur un élément qu'on ne maîtrise pas. Un élément. Rappelez-vous les terribles attentats lors du match de l'équipe de France au Stade de France. Au Stade Magne. Les joueurs ont compris plus ou moins qu'il se passait quelque chose de grave, mais bon, le jeu n'a pas été impacté tant que ça. Mais après, ils ont joué contre l'Angleterre, ils ont été impactés. Ils le savaient. Oui. C'est parce que contre Nantes, ils ne le savaient pas. Mais il est présenté. Moi, je pense que le contexte est différent quand même. Parce que tenez compte du fait que contre l'Allemagne, j'étais au Stade de France, le Stade de France était rempli. Il y avait, effectivement, on voit sur les images que Patrice Evra s'est arrêté, mais ça continuait parce que les chants continuaient dans les tribunes, etc. Mais là, le contexte est différent, vous n'avez rien. Il n'y a personne dans la cuvette du Parc des Princes. Donc, les choses sont, à mon avis, un peu plus perceptibles. Ceci étant, je ne suis pas en train de dire que c'est à cause de ça que le PSG a perdu. Parce qu'à mon avis, à la mi-temps, Paris devait déjà mener 2-0, voire 3-0 sur Nantes. Ça n'a pas été le cas, mais je pense que ça a un peu joué sur le... Parce que j'ai envie de dire aussi que Nantes a joué juste. Pourquoi il y a une équipe en face. Ouais. Elle a joué les coups à fond et juste. Elle a joué à la Lilloise. Presque. D'ailleurs, sur ce même plateau. Ils ont eu 2 occasions. Deux occasions. D'ailleurs, sur ce même plateau, le geste il y a une semaine, je disais à Rodi Béral, attention à Comboré. Il a eu comme réplique, drôle là, au moment de l'affaire,
que Comboiré ne sera pas sur le terrain. C'est vrai, Sauf que moi, j'ai vu 11 Comboiré sur le terrain à un moment donné. avec les casques. Ouais, donc voilà. Ouais. Bon, Parfois, ce match-là, ils Moi, vont je- jouer 10 fois, Paris gagne 10 fois, c'est sûr. c'est ça le truc. C'est ça le Mais drame. sur ce coup-là, non, ça n'a pas fonctionné. Le match numéro 1 qui risque d'arranger les affaires du match numéro 2 et singulièrement celle lilloise, puisque Lille reçoit un mal classé, ça va être le grand écart. Ce grand écart, mais c'est le type même de match piège. C'est vrai qu'on a Lille qui vient de se prendre, je l'ai dit tout à l'heure, 3 Pruno il y a 2 jours. Hein, donc, L'équipe pour manier quand même. voilà, une équipe remaniée, mais qui pensait pas prendre une telle raclée. Donc je pense qu'il y aura quelques tournevis, quelques tours de vis même. Et donc face à Nîmes, avec ce grand écart, il n'y a pas photo. Moi je pense que Lille, je l'ai dit, de toute façon, à part ce match, peut-être qu'ils ont pris un petit peu, voilà, une équipe remaniée en Coupe de France. L'objectif c'est quand même le titre qu'ils assument aujourd'hui. Il n'y a pas de point à lâcher. Ils vont tout donner pour pouvoir conserver leur avance dans ce match-là, donc victoire de Lille. Moi, je note une chose, c'est que Lille, pour défendre sa place de numéro 1, c'est comme en cyclisme, dépense beaucoup d'énergie. Et je crois qu'au fil du temps, ils vont commencer à s'éroder un peu. Et je crois que ça a déjà commencé un petit peu. Et donc, c'est pour ça que je vois un match très difficile contre Nîmes, qui va donc arriver avec vraiment l'envie de se faire le leader, il ne faut pas l'oublier. Et un Lille qui, maintenant commence à avoir un petit peu les jambes lourdes, si je puis dire. Donc, Ça, c'est un souhait formulé. donc c'est un constat. C'est un constat. D'accord. Ils ont perdu 3-0. Bon, c'était pas la même équipe. Non, en c'est Coupe vous de me dites, France. je crois que c'était un souhait que vous formuliez. En Vous me France, dites que c'est un constat. C'est ok. aussi un souhait, mais c'est quand même une logique pour moi. C'est plus un constat qu'un souhait. C'est un tout petit souhait en gros constat. Vous le voyez comme vous voulez. Mais moi, personnellement, je crois que cette équipe est en train de baisser un peu le ton. Et donc, ça va être un match difficile. Je ne dis pas qu'ils vont perdre, mais je dis qu'il y a peut-être un match nul à jouer sur cette grille. Moi, Nîmes n'a plus battu Lille depuis le 13 février 99 et c'était en Ligue 2. D'ailleurs, il faut remonter au 7 juin 77 pour trouver trace de la dernière victoire nîmoise en terre lilloise. Donc ça fait très très loin. Alors du coup, on peut se dire que tous les signaux sont ouverts pour Lille. Mais moi, justement, je dis que trop de signaux sont ouverts. C'est peut-être la grosse surprise, mais je ne vais pas enterrer les crocodiles qui ne sont pas encore en Ligue 2. Et je me dis que s'il y a un coup à faire, c'est bien là, face à une équipe de Lille qui viendra très certainement la fleur au fusil en se disant ils sont 19e, on va se les taper. Eh bien, moi, j'opterai pour, en tout cas, une victoire de Nîmes ou encore un match nul, mais Lille, à mon avis, ne gagnera pas. Moi, je vois mal Lille perdre ce week-end parce que je pense que le match déjà de Coupe de France, ils ne voulaient pas le jouer. Je pense qu'ils sont tellement concentrés sur le championnat, justement, pour une fois qu'ils peuvent battre Paris, qu'ils ne sont focus que sur ça. Et je pense qu'ils ne voulaient même pas de ce match-là. Ce sera un autre match ce week-end et il y a le retour de Yilmaz aussi en point. Je pense que ça va être compliqué pour Nîmes, pour moi, de gagner Lille à Lille. En tout cas, 87% des parieurs voient la victoire lilloise. Seuls 6 petits pourcents imaginent une victoire de l'équipe nîmoise. À qui profitera donc cette journée? On le verra entre le PSG, Lille, Monaco aussi, hein, qui n'est pas loin non plus. Hein. Monaco, on verra. Mais la Champions League Lyon. est en jeu, là. Surtout, il y a la Champions Oui, League. une place pour la Champions League, évidemment. Allez, on va quitter ce haut du panier pour le championnat de France de Bretagne. Et à qui le dites-vous? Entre le 18e et le 17e, on se jauge par le bas du classement. Alors que dire de ce match-là? Disons que, fort de son passage à Paris, Nantes peut à domicile confirmer sa bonne passe. Peut-être que, on va dire, l'effet Cambaré sera beaucoup plus long. En face, on a Lorient qui passe par des... Voilà, s'il est 17e, c'est pas par hasard, par des hauts et des bas. Bon, là, on sent bien qu'il y a quand même l'enjeu. Quand on dit champion de Bretagne, c'est pour cela aussi, c'est parce que là, les prix vont coûter cher. Et je ne sais pas s'il y aura une équipe qui sera tirée vraiment son épingle du jeu. Moi, je vote pour soit Nantes ou soit un match nul parce que Lorient, à l'extérieur, malgré tout, rendra sa peau très chère. On se souvient qu'après sa victoire sur Paris, Lorient avait une suite positive. Et on peut imaginer que la victoire sur Paris de Nantes aura
les mêmes effets. Donc on peut considérer que Nantes, en dehors des 3 points qu'ils ont pris à Paris, s'est chargé en confiance. Et par conséquent, va continuer sur sa lancée face à un Lorient, effectivement, qui a un petit peu des hauts et des bas, qui joue à l'extérieur, même si ça n'a pas d'importance, on le dit. Donc moi, je vois une victoire assez nette de Nantes. Alors, une petite précision, maître. Les Lorientais considèrent que Nantes n'est pas en Bretagne. Il y a une bagarre là-dessus qui considère que... La duchesse Anne. Le palais, il est à Nantes. C'est ça. En tout cas, Lorient n'a plus battu Nantes depuis le 18 août 2013. Ça fait beaucoup. Nantes qui surfe sur une vague de 11 matchs sans défaite face à ces merlus. Les deux équipes sont dans une espèce de dynamique, on va dire, un peu inversée, puisque Lorient a partagé les points à domicile face à Nice. Donc des Orientais qui n'ont plus gagné, cela dit, depuis le 28 février face à Saint-Etienne, la dernière victoire de Lorient en championnat. Les Nantais, eux, se sont brillamment imposés au Parc des Princes, donc ils ne sont plus relégables. Ça aussi, c'est une belle information pour les Nantais qui, à mon avis, devraient enchaîner face à Lorient. Et 53% des parieurs imaginent une belle victoire, une éclatante victoire des Canaries. D'ailleurs, leur jeune avant-centre là a été retenu pour les Bleuets. Donc c'est peut-être aussi un élément qui va le galvaniser. Un garçon qui a été prêté quand même à Boulogne-sur-Mer à l'époque, dont on ne voulait pas du côté de Nantes et qui est revenu en grâce également grâce à Comboiré. Après, Nantes a beaucoup changé. Nantes était en 4-4-2 avant avec Domenech qui ne marchait pas du tout. Là, ils sont passés en 3-5-2, donc avec le système de Palois. Et voilà, donc ça ne joue pas du tout. Ils sont là vraiment pour attendre. Donc, ils aiment beaucoup les équipes joueuses. Donc Lorient est une équipe qui joue assez. Donc je pense qu'ils peuvent les prendre en compte, même si la doublette Mofi l'orienté devant à Lorient et fait des bonnes prestations ces temps-ci. Moi, je verrais un bon nul pour ce match. 4-4-2, 5-3-2, 4-4-1, c'est une question de goût, comme Dijon, Reims. Excellent. Le Palais est à son apogée pour ce match, puisqu'on a une confrontation entre deux équipes qui s'étaient neutralisées au match aller, avec une dynamique très 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 positive pour moi, pour Reims, puisqu'il y a eu un match nul contre Paris, il me semble, et aussi une victoire contre Nantes. Donc on parlait tout à l'heure. Donc à mon sens, ce match-là, moi je vois quand même s'ils sont à l'extérieur, je vois Reims dominer Dijon, qui en ce moment, on en a fait les choux gras la semaine dernière, n'est pas du bon ton au niveau du goût et du goûteux. Oui, c'est vrai que Dijon a un petit peu perdu de son piment. C'est plus tellement une moutarde forte, c'est plutôt une moutarde au goût légèrement. Voilà, c'est ça. Alors que les Rémois pétillent, comme on puisse dire. Hein, c'est beaucoup plus pétillant comme jeu. Donc, et qui, effectivement, vous avez raison, c'est une équipe qui est encore aujourd'hui, qui est solide hein, à tous les niveaux. Donc je pense que pour Dijon, ça va être compliqué. Et moi, je verrai vraiment une victoire de Reims. Parce que Dijon, à mon avis, ça y est, ils sont condamnés. Oui, ils sont condamnés, mais je pense qu'ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner face à Reims. Je ne regarde pas forcément le classement. Je me dis qu'en 29 confrontations, Dijon a battu Reims à 12 reprises. En compétition officielle, la dernière victoire rémoise date du 26 janvier 2007. Dijon qui n'a plus gagné depuis le 23 décembre 2020. Mais en même temps, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils se remettent à gagner, quoi. Donc je pense que c'est là. Ils ont raté la victoire de peu contre Bordeaux. Ils ont une deuxième chance à domicile. Ils vont la saisir. Je vois bien la victoire de Dijon. 43% des parieurs optent bien sûr pour une victoire rémoise. Mais c'est clair qu'en vertu du classement, on ne peut pas faire différemment. Même moi, je dis de prendre un risque sur ce match-là. Je vois bien Dijon l'emporter. Moi, je trouve que c'est un match difficile à pronostiquer parce que ces deux équipes... il y a une équipe qui est très très loin au classement, une autre qui est dans le milieu de classement. Dijon à domicile, c'est un peu difficile à jouer quand même. Ils sont bien chez eux. Mais c'est vrai que, je verrai un petit nul quand même sur ce match. Deux équipes milieu de classement. Enfin, entre Dijon dernier et Reims milieu de classement. Vous pratiquez un peu le football, Matt? Oui, j'aime beaucoup le football. Vous êtes attaquant, j'imagine? J'ai été longtemps attaquant, mais vu que je ne cours plus comme avant, ça me surprend pas. Je suis redescendu. Pour obtenir des pénaltys et faire du cinéma pour obtenir des pénaltys, ouais, ça me surprend pas. Mais vous restez avec nous. Un invité, on vous l'a dit, à partir depuis aujourd'hui, nous avons donc chaque jeudi un invité. Notre premier invité pour inaugurer la rubrique, c'est Matt Le Buzz. On vous dira comment le suivre. Enfin, vous le savez parce que vous êtes très très nombreux à le suivre sur les réseaux sociaux. On va vous rappeler comment le suivre, ses blagues, ses vidéos, etc.
Et Maître Pascal Bon était avec nous, Patrice Basile, Ronnie Béral, tout ce petit beau monde à retrouver dans un instant, juste après la pause, pour continuer le décryptage de cette grille qui vaut 1 million d'euros, bien évidemment à condition de la valider dimanche avant 9h55. A tout de suite. Retour sur le plateau de la feuille de match pour décrypter cette feuille de match qui vaut 1 million d'euros, bien évidemment, si vous la validez dimanche avant 9h55. Pour vous aider à remplir votre grille, Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Ronnie Béral et notre invité du jour, Matt Lebuzz. On va poursuivre cette grille avec le match numéro 5 qui oppose Montpellier à Bordeaux. Maître, il y a un vent de sud-sud-ouest qui souffle là. Effectivement, je suis très sensible à ce match-là parce que je suis natif de Montpellier, donc c'est une ville que j'ai dans le cœur. Et peut-être que on pourrait penser que je pourrais être pour la gagne de Montpellier, mais c'est vrai que les deux clubs-là sont dans une dynamique assez positive. Bordeaux aussi sort d'un cycle, enfin un début de cycle en tout cas intéressant. Et je vois bien, moi j'insiste, je vois bien Bordeaux gagner ce match à l'extérieur, même si Andy Delors et les siens peuvent très bien se faire respecter à domicile. Voilà le type même de match qui fait du 0-0 assez régulièrement. Montpellier, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Montpellier est une équipe finalement qui est revenue un petit peu dans le moyen tableau. À une époque, ils avaient un football un peu plus champagne, je trouve. Mais Bordeaux est imprévisible. Bordeaux, chaque fois que je vois jouer Bordeaux, je ne sais pas, un coup ça va pas. Ben Arfa qui peut faire des éclairs finalement ou disparaître le match d'après. Donc moi, je dirais que sur ce match-là, je préfère dire nul parce que je vois deux équipes qui vont se neutraliser. À mon avis, ça va être un match un peu soporifique. En fait, c'est un duel du ventre mou du championnat, un duel aux allures de revanche après la victoire Montpellier-Rennes en terre bordelaise, souvenez-vous, au match aller. La dernière victoire girondine à Montpellier date du 15 avril 2018. Donc autant dire que ce sera très compliqué pour les hommes de Gasset. Bordeaux qui mène largement au tableau donc des victoires, 32 contre 17 à Montpellier. Parce que bon, Bordeaux a été, tout le monde le sait. Aujourd'hui, Bordeaux n'est plus et je vois bien Montpellier l'emporter, se faire respecter à domicile. Comme du reste 51% des parieurs, puisque 51% d'entre eux ont une victoire Montpellier-Rennes, 29% un match nul et 20% voient Bordeaux l'emporter. Ouais, moi aussi je vois Montpellier l'emporter, même si Bordeaux c'est de moins en moins nul, parce que je trouvais vraiment mauvais. Mais c'est vrai que Montpellier à domicile c'est costaud et je pense que ça passera pour Montpellier. Ouais. Ben, on verra tout cela, hein. En tout cas pour Angers, qui n'est pas sorti d'affaire, loin de là. Une seule solution là, pour le match à venir, c'est la ruée vers l'ouest. Effectivement, Angers peut venir avoir des prétentions en terre bretonne. Il me semble que Brest est dans une dynamique très très positive. C'est une équipe qui étonne et qui confirme match après match. Voilà, un client sérieux. Je ne pense pas qu'Angers va se casser les dents à Brest. Et moi, je vois une victoire de Brest. Je serais assez d'avis, le même avis que Maître Bon, parce que c'est vrai que Brest n'a rien à perdre. Brest joue vraiment pour se faire plaisir. On sent dans cette équipe une atmosphère positive. C'est une équipe qui est aujourd'hui en Ligue 1, qui profite du plaisir qu'il a d'être en Ligue 1. Et Angers, par contre, effectivement, est de plus en plus, on a l'impression, retenu, on a l'impression qu'ils ont peur de perdre. À chaque fois, le match est un peu tendu. Je ne sais pas ce qui se passe à Angers, mais il y a en ce moment quelque chose qui est un peu négatif. Donc moi, effectivement, je serais d'avis. Je serais également sur une victoire de Brest, surtout chez eux, qui est une équipe qui aujourd'hui est assez chatoyante, qui est assez agréable à voir jouer. Et donc qui peut faire la différence avec Angers. Ouais, chatoyante, mais bon, Brest a 34 points, loin d'être sorti d'affaire. Ils ont que 6 points d'avance sur les 18e, les Lorient, les Nantes. Donc attention, c'est quand même, il faut encore gagner des matchs pour les Brestois pour se sauver définitivement. Ça va un peu mieux pour Angers qui a quand même 6 points de plus que les Brestois, je crois. Donc
À mon avis, la balance penchait plutôt du côté d'Angers, surtout que Angers est invaincu à Brest depuis 2 déplacements et Angers reste sur 2 victoires consécutives face aux Brestois. Donc pour moi, jamais 203 victoires des Angevins. Donc tu verrais Angers gagner Brest. Ouais. Ok. C'est le match le plus dur pour moi à pronostiquer, mais Brest quand même à la maison, je trouve que c'est une bonne équipe. Avec Cardona en pointe, machin. Donc je pense que Brest peut faire un truc face à Angers. Brest est derrière Angers. Angers va pas venir ouvrir le jeu. Ça aussi, on le sait. Mais Angers, ils sont très bons chez eux, mais à l'extérieur, je les trouve pas très Brest est 14e. conquérants. Angers Brest est 10e. 14e et 10e. Ouais, je pense que. Moi, je me vois bien Brest faire un petit truc. Une victoire de Brest pour moi. On va quitter la Bretagne pour la Grande-Bretagne, pour la rencontre entre On Leicester, traverse la Manche. Leicester et Man U. Et là, moi, j'ai envie de dire que c'est un match de dingue. Autrement dit, soyons fous avant de devenir dingue. Vous m'ôtez les mots. Le match de tous les possibles, moi je dis ce match-là, entre Leicester qui sort de 5-0, c'est Sheffield, d'accord, mais voilà, décomplexé. C'était pas ça au centre. Non, Sheffield United. Et c'est vrai que 5-0 avec, bon, on a dit, un attaquant qui est là, qui présente une équipe qui est équilibrée. Je pense pas que Manchester va venir faire la loi tranquillement à Leicester. Et en même temps, dans la course au titre, dans la course à l'Europe, voilà, on a le deuxième du championnat qui est pas très très loin du Manchester City. Le voisin, et donc je ne sais pas si Manchester aura les ressources pour pouvoir s'imposer à Leicester. Donc là encore, soit une victoire de Leicester à domicile, ou soit une victoire à l'extérieur pour Manchester United. Mais on sait qu'on relativise avec cette histoire d'action de public. Mais à mon sens, puisqu'on est en Angleterre, puisqu'on est dans ce type de configuration où le football est total, pas de match nul. Je ne pense pas qu'il y aurait de match nul. Donc c'est le deuxième contre le troisième, on est d'accord. C'est un match de coupe. Donc vraiment, ça va être normalement un très très beau match. Surtout que les Anglais, quand ils jouent, ils jouent à fond. Voilà. Donc c'est vrai que ça va être un match palpitant. Je pense avec beaucoup de buts, qui devrait voir la victoire du plus offensif. Et c'est vrai que Leicester, pour l'instant, c'est quand même une équipe qui montre qu'ils ont du potentiel devant. Et Manchester, encore une fois, c'est un peu comme le PSG. Ils ont un potentiel, mais en même temps, ils ont des moments avec et sans, donc on ne sait pas trop. Donc moi, je dirais que Leicester, jouant chez eux, ils ont l'avantage, donc je les mets gagnants sur ce match. Mais ça va être très très indécis quand même jusqu'au bout. Alors c'est vrai que c'est un match qui va opposer les 3e et 2e du championnat, mais c'est quand même un quart de finale de la Cup, il faut le rappeler. Donc Aussi. c'est le score à la fin des 90 minutes qui sera retenu. Alors avec et sans, avec Paul Pogba qui revient dans le coup à Manchester United, et c'est une bonne nouvelle pour les Mancuniers. À mon avis, il n'y aura pas de match nul entre ces deux équipes-là. Tout le monde va se jeter bien évidemment sur ce match-là. C'est un match de coupe, donc on a envie de se qualifier. Je vois bien une victoire de part et d'autre, voilà. Donc c'est un match très indécis puisque même les parieurs sont assez, c'est assez équilibré. 32% voient la victoire de Leicester, 32% là, le match nul et 36% optent pour une victoire de Man U à l'extérieur. Donc voilà, match vraiment ouvert. Donc je conseille d'ouvrir le pronostic également. On peut jouer les matchs nuls sur une grille Oui, N. Oui, pour la Cup. La Ah Cup, oui, ouais. ok. Mais c'est le score à la fin des 90 minutes. Oh, d'accord. Ouais, Leicester, le seul souci, c'est qu'ils ont Maddison et Barnes qui sont toujours blessés. Je crois qu'ils ne sont pas de retour. Ça peut être leur point faible sur ce match-là. Mais c'est vrai que je vois bien aussi Leicester gagner Manchester sur la Cup. Surtout que Manchester, ils sont aussi concentrés sur le championnat. Donc je pense que Leicester peut gagner. Ouais. On va rester en Angleterre avec West Ham qui reçoit Arsenal. Les Gunners, oui, pour moi, les Gunners, il n'y a pas de difficulté. Ils commencent à devenir intéressants. Ils finissent pied au plancher ce championnat d'Angleterre. Moi, je vois bien, même si, alors là, comme d'habitude, prudence sur une équipe de West Ham qui n'est pas, qui ne peut pas se laisser dévorer comme ça. Mais je pense qu'Arsenal à l'extérieur a toutes les capacités pour pouvoir gagner ce match-là. Donc, je vois victoire de l'Arsenal à West Ham. Alors moi, je serais plus prudent parce qu'il ne faut quand même pas oublier que West Ham, ils sont devant Arsenal au classement. Donc ça veut dire qu'ils ont montré quand même une certaine régularité. Ils ont une équipe quand même qui est assez solide. Arsenal, c'est vrai que depuis quelque temps, ils ont de bons résultats. Ils ont retrouvé apparemment un football qui ressemble un petit peu mieux à ce qu'on avait l'habitude de voir chez eux avant. Donc ça va être un match là aussi qui va être quand même assez indécis.
Alors, après, qui gagne, qui perd, qui fait. Moi, je pense que Arsenal va gagner parce que Arsenal aujourd'hui est dans une positivité. Je dirais qu'ils sont dans une ascension régulière, qu'ils ont retrouvé justement un football assez efficace. Et donc, je miserai sur Arsenal sur cette grille. Alors c'est un match qui compte pour la 29e journée du championnat. Des Gunners qui restent sur 3 victoires d'affilée face aux Hammers, ça il faut le dire. Regaillardi, après leur victoire dans le derby, justement face à Tottenham, les hommes d'Arteta auront envie d'enchaîner. Et c'est possible face à ces Hammers, même si c'est vrai que le classement de West Ham est meilleur. Je crois qu'Arsenal a décidé de bien terminer cette saison et d'aller chercher ce qu'il peut aller chercher, à savoir une qualification pour une des coupes européennes, puisqu'il y a en plus une 3e coupe, donc une nouvelle place qui va se libérer. Donc Arsenal a très envie et je fais confiance à l'envie des Gunners sur ce match-là. Attention à West Ham, ils sont à 3 points seulement de la Ligue des Champions. C'est clair. C'est une équipe de bagarreurs et Arsenal déteste ça. Ils ont peut-être un seul joueur, c'est Thomas Partey qui va aller un petit peu au duel. Ils ont une défense à 5 aussi, avec 2 latéraux très mauvais, mais ils ont vraiment une structure au niveau des 3 milieux, c'est Rice, Noble et Soucek. Et c'est vrai que c'est une équipe très 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 dure à jouer, donc je vois mal Arsenal gagner ce match-là en championnat. En tout cas, les Gunners sont sur une bonne dynamique, on va dire. Hein. Bon, souvent branchés sur courant alternatif. Là, le moins qu'on puisse dire. Là, on va voir si... D'ailleurs, la dernière fois, je crois qu'Aubameyang n'est pas rentré. Il devait rentrer, mais il n'est pas rentré. Il a été puni. Ouais, il a été puni, ou il est arrivé en retard, ou quelque chose comme ça. Et là, si il aligne et Lacazette, qui semble avoir retrouvé une certaine régularité, et en plus, il y a une belle complicité entre les deux, Lacazette et Aubameyang. Bon, ça peut faire quelque chose. Moi, je suis encore toujours réservé quant à la performance de Nicolas Pepe. Mais ça sonnait, c'est dommage. Sonnait comme mon avis. En matière de punition, Kingsley Coman a aussi été puni. Vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce qu'il est arrivé au centre d'entraînement. Oui, une voiture du partenaire du club. Oui, On il a même posé la photo. Il a même posé. Même c'était une Allemande, mais pas la bonne. Pas la bonne. La prochaine fois, il viendra en vélo. Non, mais ce sera pareil. Je pense que le Bayern, ils ont un c'est contrat. les cercles là. C'est ça? Et l'autre. C'est pas les mêmes. Non, il faut venir avec les cercles. C'est l'étoile. C'est l'étoile, ouais. Il faut venir avec les cercles. Oui, c'est vrai. Pourtant, ils ont 4 étoiles sur le maillot. Et c'était pas une petite amende. Hein. Ah non. Bon, vous devez poser une goutte d'eau. Ouais, pour eux, c'est une goutte d'eau. Allez, on va rester dans l'automobile, puisque nous parlions des véhicules, des transitions toutes trouvées, puisqu'Aston sera plus Villa que Martins. Effectivement, on a un duel entre le 8e et le 9e, très proche. Moi, je suis fan, je le dis, de Tottenham aujourd'hui avec Gareth Bale. Mais il y a aussi le Tanguy Ndombele, le Français qui est sélectionné. Il me semble aussi aux côtés de Dembélé. Il a été retenu par Didier Deschamps. Voilà, voici une équipe qui a les clignotants très ouverts, qui va à l'extérieur, c'est vrai, mais non, je pense que Tottenham va confirmer sa 8e place, d'être devant Aston Villa et s'éloigner et récupérer 3 points pour pouvoir laisser à distance cette Aston Petite Martine. Je serais assez d'avis, le même avis. Je partage l'avis de Maître Mont parce qu'on a exactement le même type de match que Arsenal-West Ham. C'est-à-dire qu'on a 2 équipes qui sont effectivement assez proches. Tottenham qui a des valeurs sûres, un entraîneur qui est capable de galvaniser son équipe à tout moment et qui a besoin de points pour aller se frotter au grand. Donc je pense que Tottenham va battre Aston Villa, mais encore une fois, ça va être compliqué. Mais moi, en tant que parieur, je préfère mettre Tottenham gagnant. Ouais, Tottenham qui, à mon avis, peut gagner ce match en retard qui compte pour la 18e journée du championnat. Les Spurs ont remporté 45 des 101 confrontations entre les deux équipes. Les Villains en ont gagné 32 et on totalise 24 matchs nuls. Villa n'a plus gagné en championnat depuis le 27 février et Tottenham a été stoppé dans son élan par Arsenal le week-end dernier. On en a parlé tout à l'heure. Donc tout ça, ça sent la reprise en force des hommes de Mourinho. En tout cas, moi, je les vois gagner. Ils sont 7e à 6 points de la 4e place. C'est pas fini pour Tottenham. Et dans ce sprint final, je vois bien les Spurs aller chercher les 3 points de la victoire à Aston Villa, 18%
des parieurs voient une victoire d'Aston Villa, 24% un match nul et 58% eh bien, sont favorables à une victoire des Spurs de Tottenham. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que Tottenham, ils ont des points à récupérer et ce match-là fera partie du long parcours qui les attendent pour les passes européennes. Donc je pense que oui, ils ont de bonnes chances de gagner ce match. Eh bien, on va marquer une nouvelle pause dans cette feuille de match qui vaut 1 million d'euros. Vous la validez dimanche avant 9h55. On va changer de pays. On va quitter donc l'Allemagne. On va quitter l'Angleterre pour aller en Allemagne. Et ça tombe bien. Tout à l'heure, on aura Hertha Berlin et la pause pub. Iñaki Hertha. On se retrouve tout Sortez à les l'heure. saucisses. Sortez les saucisses. Oui, c'est ça. À ce moment, il ne faut pas sortir n'importe quelle saucisse. Je vous le dis comme ça, monsieur. Bon. Celles qui viennent du sud, peut-être. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre chaque jeudi soir à partir de 20h sur notre antenne pour vous aider à remplir votre feuille de match. La dernière partie, c'est juste après la pause. Retour pour la dernière partie sur le plateau de la feuille de match qui vaut 1 million d'euros. Vous la validez dimanche avant 9h55, les 5 dernières rencontres, mais également pour cette dernière partie, eh bien la parole est à la défense. Maître Pascal Bon, aujourd'hui, va défendre un groupement de présidents de clubs qui ont décidé donc de ne pas libérer leurs joueurs pour des matchs internationaux hors l'Union européenne. Le chef d'accusation, c'est rébellion en bande organisée. Vous restez avec nous pour cette parole à la défense qui viendra juste après les matchs qui vont suivre, les 5 dernières rencontres. Et on commence par celle qui nous a transporté donc à Berlin. Et Ronnie nous a invités à prendre par rapport au synthé, à prendre nos précautions, à ne pas sortir n'importe quelle saucisse en cette période. En tout cas, ça fera le buzz. Ouais. On peut dire ça, ouais. Vous pouvez vous accaparer d'un tel événement pour... Non, je vais laisser à mon compatriote le soin de le faire. C'est pas le genre de sujet sur lequel... Si, ça vous excite pas. Je parle du... On est sur quel sujet là? Je ne sais plus. Le sujet. Matt Le Buzz que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Donc Hertha Berlin, Leverkusen. Moi, je pense que ce sera une saucisse qui ne sera pas facile à digérer. Je le dis parce que j'ai suivi ces deux clubs-là et je sens quand même que même face au Bayern de Munich, l'Hertha n'a pas démérité. Je crois qu'elle a créé pas mal de difficultés. Et en face, on a un Leverkusen qui est un petit peu, on va dire, en demi-tête. Un match gagné, on va dire, de manière poussive devant Mönchengladbach. Et puis, la défaite surprise face au Bielefeld la semaine dernière. Donc, on a une équipe qui déçoit, à mon sens, depuis le début de l'année. Des résultats demi-tête. Et va vouloir peut-être confirmer quand même tous les espoirs qu'on a mis en elle durant cette année face à Berlin. Donc, je dirais soit un match nul ou soit une victoire à l'extérieur quand même de Leverkusen. Hertha Berlin n'a pas beaucoup d'arguments à faire valoir quand même. Leverkusen est une équipe quand même qui a déjà montré sa valeur, même si effectivement il y a eu des hauts et des bas. Mais c'est vrai que face à Hertha Berlin, qui est quand même maintenant une équipe qui a une défense assez fragile, qui est assez loin au classement, qui n'a pas grand-chose à jouer, je crois que Leverkusen peut tirer son épingle du jeu. Donc je préfère moi jouer Leverkusen sur cette grille-là, parce que Leverkusen défense une place au championnat et ils ont besoin de points pour grimper encore plus haut. Donc je fais confiance à Leverkusen. Le 18 mai 2019, c'est la date de la dernière victoire du Bayer face au Hertha, messieurs. Donc vous avez bien compris que ce sont les Berlinois qui sont invaincus depuis 3 rencontres maintenant. Le match aller s'est soldé par un match nul et aujourd'hui le Bayer, il sait qu'il est sous la menace de l'Union Berlin par exemple ou encore de Stuttgart juste en bas. Donc pour la Ligue Europa, déjà je ne parle même pas de Ligue des Champions, je parle de Ligue Europa. Donc il faut absolument une victoire de Leverkusen ce week-end et c'est ce que pensent également 43% des parieurs. Donc j'opte pour la victoire de Leverkusen à l'extérieur. Les Berlin, ils sont un petit peu en difficulté cet ancien championnat. Je crois qu'ils sont premiers relégables.
Donc c'est une équipe qui est vraiment en difficulté. Leverkusen, comme tu disais, ils jouent l'Europa League. Donc je pense qu'il y a deux dynamiques différentes. Donc je vois bien Leverkusen s'imposer au Hertha Berlin pour ce week-end. On quitte l'Allemagne pour se rendre en Espagne avec une équipe de Barcelone quelque peu retrouvée, Lionel Messi qui se rapproche de son meilleur niveau avec quelques prestations de très grande classe ces derniers temps. Ben vous le disiez la semaine dernière, il y a l'effet peut-être Leonardo quand il s'agit du PSG, mais il y a la Porta. Dès que la Porta a été légitimée, passé ce moment où il y avait ces tractations autour des élections, on sent bien qu'il y a une sérénité. Bien évidemment, sous l'avenir de Messi aussi, il y avait pas mal de soubresauts pendant quelques semaines. Mais là, voici une équipe qu'on retrouve plaisir à jouer. Moi, j'ai vu encore un Messi stratosphérique la semaine dernière. Il a même inspiré Griezmann, qui a sorti une par la suite, quelques minutes plus tard. Donc, sérieusement, même face à une équipe coriace comme Real Sociedad, qui ne va pas se laisser dévorer comme cela, il me semble que Barcelone peut faire le job parce que, encore une fois, avec les atermoiements de l'Atlético devant et puis le Real qui n'est pas à l'abri d'une suffisance, même si ces jours-ci ils sont vraiment en honnêteté, je pense que quand même que le Barça aura à cœur de continuer à grappiller point par point et peut-être jouer le titre sous un final qui sera peut-être beau à voir en Espagne. Oui, après la gifle reçue par le PSG chez eux, j'ai l'impression que Barcelone s'est remis vraiment en question. Et d'ailleurs, on l'a vu au match retour, il n'avait plus du tout les mêmes dispositions. Et depuis ce match donc retour, qui a été assez chaud pour nous, on a vu que Barcelone revenait avec des dispositions, avec un jeu beaucoup plus efficace. Donc, ils se sont remis en question, c'est clair. Et avec le potentiel qu'ils ont, je ne vois pas comment ils pourraient inquiéter Real Sociedad. Je dirais que heureusement que la Ligue des Champions est passée. Ouais, la Sociedad qui n'a plus battu le Barça depuis le 9 avril 2016. Aujourd'hui, éliminés de la Ligue des Champions, les Blaugrana, les Barcelonais n'ont plus que le championnat en tête. Ils sont deuxièmes à 4 points de l'Atlético, donc depuis leur victoire à Huesca lundi. C'est clair qu'aujourd'hui ils sont clairement en pôle, en mode Liga, donc ils doivent l'emporter et je pense que Barcelone va l'emporter dans le Pays Basque, comme le pensent 63% des parieurs. Seuls 6 petits pourcents parient sur une victoire de la Real Sociedad. J'allais dire que la Sociedad pouvait faire quelque chose, mais tu m'as fait changer d'avis. Je pense qu'effectivement, ils n'ont plus que ça à jouer, les Barcelonais. Ils sont à 4 points, je crois, de l'Atlético. Avec un grand Messi en ce moment. Ouais, je pense qu'ils ont gagné leur match en retard face à Huesca. Je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher la Sociedad. Mais c'est vrai que la Sociedad a une bonne équipe. C'est un peu le même jeu. Ça va être vraiment un beau match. Mais le Barça, ils n'ont plus que ça, quoi. Donc c'est vrai que là, il faut qu'ils gagnent, quoi. Un duel à distance donc entre le Barça et l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui reçoit Alaves. Oui, le Deportivo Alaves, c'est ça. C'est une équipe, je l'ai dit, un peu comme tout à l'heure, une équipe coriace. On ne vient pas dominer et marquer 5 ou 10 buts au stade d'Alaves. Et c'est vrai que... Non, c'est l'Atlético qui reçoit. Oui, c'est ça. Donc, entre le 18e et le premier, je pense quand même qu'on peut compter sur l'Atlético pour pouvoir régler ce qu'il y a à régler. Reprendre un petit peu, que chacun puisse regarder en face par rapport à la ligne droite qui reste et il ne faut plus regarder à l'arrière, il faut marquer, il faut concrétiser, surtout à domicile. Il y a le potentiel, il y a les joueurs. C'était en Coupe d'Europe, j'ai vu quand même João Félix étincelant, n'ayant pas eu beaucoup de chance, beaucoup d'occasions. Donc je pense qu'en championnat, il aura plus de succès avec ses coéquipiers. Et c'est vrai qu'il faut quand même réfléchir à la sortie de notre grand attaquant pour le match d'Europe. Je pense qu'il y a eu un petit souci, il n'est pas très content. Lequel ? L'attaquant de Suarez. Suarez, oui, d'accord. Il y a eu un truc qui s'est passé. Mais je pense que face à l'Aves, il n'y aura pas de difficulté. Il faut qu'il conserve ces quelques points derrière Barça. Bon, là, on parle quand même du leader du championnat d'Espagne, donc, qui a donc 4 points d'avance sur le Barça, 6 sur le Real. Donc c'est quand même une équipe qui va se battre pour garder cette avance.
alors qu'ils jouent chez eux. Hein, donc c'est pas à l'Alaves, parce que le problème d'Alaves, c'est qu'ils prennent beaucoup de buts chez eux. Enfin, à l'extérieur, pardon. À l'extérieur. Donc, c'est une équipe qui est largement à la portée de l'Atlético Madrid. Et c'est vrai qu'à l'Alaves, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils ont comme argument, à part leur gardien de but, qui est Pacheco, qui est un très bon gardien de but, mais sinon, le reste, je vois très largement Atlético Madrid s'imposer sur ce match. Un bon gardien de but, c'est pour ça qu'ils sont des 18e. C'est un peu comme Areola. Bon, non, c'est une boutade. On peut être bon gardien de but. Non, mais il est bon, Pacheco, sauf que le problème, c'est qu'il a une défense. Il n'a pas de défense. Voilà. Souvent livré à lui-même. Qu'est-ce qu'ils ont, les joueurs d'Alaves? Ils sont basques. C'est un bon point pour eux. Depuis donc le 10 mai 2003, il faut savoir que quand même, Alaves n'a plus gagné l'Atlético de Madrid depuis 2003. Ça fait une éternité. C'était du reste la seule victoire des Basques à Madrid. Les Madrilènes, à mon avis, l'emporteront comme au match aller. Et voilà, pour oublier un petit peu l'amertume de l'élimination. En Ligue des Champions, 95% des parieurs font confiance à l'Atlético de Madrid. Donc je pense que mon voisin aussi. Oui, c'est le match le plus déséquilibré pour moi. L'Atlético est donc à 4 points du Barça, à 6 points derrière, enfin 6 points devant le Real. Il faut juste continuer le travail. Ils n'ont plus que ça. Ils sont éliminés avec les champions. Et à Alaves, effectivement, ils ont juste un point fort aujourd'hui. C'est leur gardien. Ils prennent énormément de buts. Je pense que tranquillement, l'Atlético va gagner ce week-end. Deux équipes qui sont à tombeau ouvert, mais pour des destinations différentes. L'Atlético pour être championne d'Espagne et malheureusement à Alaves, c'est un pied dans la tombe, si ça continue comme ça. Mais on verra bien. On ne va pas bien loin, on va quitter l'Espagne, on va aller en Italie, où la Fiorentina, et là ça va être, me semble-t-il, également compliqué, la Fiorentina qui reçoit le Milan AC. On a quand même le deuxième du championnat, le Milan AC, face à une équipe de notre ami Ribéry, la Fiorentina, qui n'est pas si désagréable à avoir joué. Une équipe qui est joueuse, mais qui prend énormément de buts, qui fait une saison à l'image du nombre de points et de son classement un peu en demi-teinte. Et je ne sais pas s'ils ont à cœur de pouvoir peut-être déjouer un peu justement nos pronostics à domicile. Parce que le Milan, normalement, il devrait tout mettre pour la gagne. Donc, à mon sens, le Milan a déjà peut-être un avantage là-dessus. Mais compte tenu des derniers matchs du Milan, un petit peu problématique. Voilà, ils pètent les plombs, un manque de maîtrise. Je sais pas, sur le plan psychologique, il y a quelque chose qui est à tempérer, à soigner. Et je pense qu'attention, si Fiorentina sait un peu provoquer et être dans le dur, elle peut avoir un match nul. En tout cas, Milan n'est pas sûr de gagner à Fiorentina. Soit victoire de Milan AC, soit un match nul entre la Fiorentina et le Milan AC. Alors, voilà un match intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as raison, Milan AC, visiblement, ils sont un petit peu lâchés, lever le pied. Pourquoi ? Apparemment, parce qu'ils ont l'impression que le leader est parti et ne reviendra. C'est un peu comme en cyclisme, si vous voulez. J'ai l'impression qu'ils ont un peu lâché le truc. Et à côté de ça, la Fiorentina, je crois qu'ils ont battu, leurs derniers matchs, ils ont fait 4-1, je crois. Ils ont fait... Benevento. Ouais, c'est ça, Benevento. Vlahovic a mis un triplé, donc ils ont vraiment une attaque quand même qui est assez forte. Et donc, je pense que face à ces deux antagonismes, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que justement, Fiorentina puisse surprendre son monde et battre Milan, qui finalement aujourd'hui manque un peu d'énergie, de volonté. Et que je dirais donc, je donne Fiorentina vainqueur sur ce match. Moi, je comprends que le Milan AC se dise que son rival historique, l'Inter de Milan, est irrattrapable, mais j'ai envie de lui dire d'appliquer l'adage regarde devant toi, c'est là que tu vas, puisque derrière, ça revient et ça revient très très fort. La Juventus qui a un match de moins et à 1 point du Milan AC. L'Atalanta de Bergame est à 4 points du Milan AC. Ça veut dire que la qualification du Milan AC pour la Ligue des Champions, en tout cas directement, elle est encore hypothétique. Donc il faut encore cravacher. Il y a eu 144 confrontations entre le Milan AC et la Fiorentina. Les Milanais ont gagné 63%.
33 fois, la Fiorentina 37 fois et les deux équipes ont fait 44 fois match nul. Au total, eh bien, au match aller, pardon, le Milan AC l'avait emporté, rappelez-vous, et les rossoneri qui sont invaincus à Florence depuis le 23 août 2015. Donc c'est une belle vague de succès, en tout cas d'investibilité pour les Milanais là-bas. Après la défaite du week-end dernier, ben, ils doivent aller gagner tout simplement là-bas ou encore prendre le point du match nul, mais défaite interdite pour Milan AC. Ouais, mais ça va être difficile, comme disait Patrice. J'ai failli dire autre chose. Pat. Ouais, la Fiorentina, en fait, qui a un système très compliqué à jouer, puisqu'ils ont aussi un 3-5-2 avec Pezzella derrière. Et le Milan déteste les équipes regroupées derrière. Et c'est une équipe qui a du mal à faire le jeu. Donc je pense que ça va être très difficile pour le Milan. Et comme c'est vrai que depuis que l'Inter a gagné le derby, Milan est en difficulté. Ils ont pris un petit coup sur la tête. Ouais. Alors si Fiorentina-Milan AC sera difficile, que dire de la rencontre suivante, la 14e rencontre entre l'AS Rome et le Napoli et le Saint-Étienne, 10-50-50. C'est le nombre de points des deux équipes. Excellent. Le 6e contre le 5e. Le dernier match, c'est non des moindres. Pour moi, le plus ouvert et effectivement qui sera regardé. Je pense qu'on va avoir un beau match. Chacun aura à cœur de gagner ce match. Il n'y aura pas de calcul. On a des attaques qui sont décomplexées de chaque côté. Et moi, j'ai eu plaisir à voir Naples jouer. Très, très intéressant au niveau de l'attaque. Et l'AS Roma aussi. Donc voilà, les défenses vont devoir s'employer à déjouer parce que devant, de chaque côté, ça ira. Donc, couverture complète tout ce match-là. AS Roma gagnante, match nul et Naples aussi gagnant à l'extérieur. Alors, là encore, je rejoins Maître Bon quand il dit que Naples a retrouvé un beau jeu. Alors, est-ce que c'est parce que le numéro 10, là, Zielinski, est remonté un peu avant, donc ils ont trouvé un nouvel équilibre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que Naples a un meilleur jeu. Donc, oui, pourquoi pas faire que Naples, finalement, arrive à donner la dragée haute par rapport à l'AS Rome, qui est quand même une équipe quand même solide. Moi, je mettrais un match nul sur ce match, parce que, encore une fois, ça va être une opposition intéressante entre deux styles. Et un Naples, ben oui, qui a trouvé un équilibre sympathique pour embêter, je dirais, les plus gros, les ténors du championnat. Autre gros test, en tout cas pour les Napolitains, qui après le Milan AC le week-end dernier, vont se frotter à l'AS Roma. Gattuso qui est allé gagner à Milan, parce que Gattuso est un enfant de la maison rossoneri, rappelez-vous. Ce sera la 132e confrontation entre ces deux équipes. À mon avis, elle sera indécise. Elle sera aussi indécise que les 131 premiers. Naples qui reste sur 2 succès de rang, mais à domicile. Les Romains ont gagné la dernière fois chez eux le 2 novembre 2019. Mais au cours des 10 dernières confrontations, c'est pour vous dire comment c'est très serré, la Roma n'a gagné qu'à 4 reprises face à Naples. Donc ce sont souvent des matchs à couteau tiré. Et là encore, ça le sera. Donc je préconise tout simplement une bonne couverture, une bonne couette pour passer la nuit bien au chaud et être tranquille. 42% des parieurs voient une victoire de l'AS Roma, 31% un match nul et 27% optent pour une victoire du Napoli. Je vois mal Rome gagner ce match-là parce qu'en fait, ils ont un problème au niveau de l'attaque parce que Mkhitaryan qui jouait faux neuf aujourd'hui est blessé. Donc je ne pense pas qu'il soit de retour ce week-end. Donc ça peut être très difficile sans ce joueur. Naples, ça va beaucoup mieux depuis justement le remplacement de Zielinski et surtout la paire Politano, Mertens et bon, Lozano il joue plus, mais enfin voilà, le 3-5, le losange de Naples qui fonctionne de mieux en mieux. Et Naples, ils doivent chercher la Ligue des Champions, ils sont un petit peu détachés là, donc il faut qu'ils récupèrent des points. Donc je pense que je ne vois pas Rome gagner, même à domicile, contre Naples ce week-end. Match, on l'a dit, indécis, et on préconise la couverture complète pour cette dernière rencontre, 14e et dernière rencontre. Dans un instant, je vous donne la synthèse. Après, je vous l'ai dit, on vous a donné des infos. Avec ces infos-là, vous allez concocter votre grille. On va vous en proposer une. Vous la suivez. J'espère que ce sera la bonne et que vous pourrez partir avec tout ou partie du million d'euros de cette cagnotte, à condition bien évidemment de valider votre bulletin avant dimanche 9h55.
Allez, dans le box des accusés, les présidents de clubs qui refusent de libérer leurs joueurs pour les matchs internationaux hors de l'Union européenne. Ces présidents de clubs sont accusés de rébellion en bande organisée. La parole à la défense, c'est dans quelques instants. Maître, vous avez donc pas mal de clients à défendre, mais bon, le chef d'accusation, c'est rébellion en bande organisée. Que plaidez-vous? Je plaide donc l'irresponsabilité pénale pour un fait justificatif dont je vous parlais, l'état de nécessité. On vous écoute. Ben, c'est vrai que, évidemment, quand on parle des présidents de club, on parle donc de cette situation aujourd'hui dans le contexte de coronavirus, où aussi, il faut ajouter peut-être aux accusés, donc la FIFA. Et peut-être la Ligue, parce que c'était suivi, c'était une règle qui a été dictée par la FIFA qui a permis cette dérogation, cette possibilité pour les présidents de clubs, pour les clubs, de pouvoir déroger donc à cette mise à disposition des joueurs lorsqu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir assurer une période d'isolement à leur retour au-delà de 5 jours. Et c'est vrai que en tout cas pour l'Hexagone, pour la France, c'est 7 jours, il y a la septaine à respecter. Et c'est vrai que face à cela, on peut comprendre que cette accusation, puisque cette rébellion touche nos amis de la CAN. Souvent, les clubs de la CAN 2022, peut-être un petit peu le cadre sud-américain, mais surtout la CAN, parce qu'il y a des matchs en jeu qui arrivent en fin de mois, enfin en fin de semaine, donc la semaine prochaine, au niveau de la CAN 2022. Donc, les entraîneurs du Sénégal, du Mali, de l'Algérie, de la Tunisie vont pas apprécier ces décisions qui ont été prises hier pour certains clubs qui ont pléthore de joueurs, disons africains surtout, Lens, Lorient, Metz notamment, qui ont d'ores déjà indiqué qu'ils ne mettront pas donc ces joueurs à disposition parce que c'est impossible par la suite de pouvoir, puisque aussi au niveau du championnat, il y a aussi des matchs en jeu. On est sur la ligne droite au niveau du championnat, donc les points, il y a des joueurs, il y a des équipes où la moitié des joueurs sont des joueurs africains. Donc je disais, état de nécessité, pourquoi? Parce que bien évidemment, il y a une infraction, mais évidemment, il y a des personnes, il y a des institutions, il y a des clubs, il y a des sélections qui sont lésées, je le dis par rapport à la CAN, mais en face, il faut aussi rendre compte qu'il y avait une riposte. Il y avait aussi une réponse à donner de manière cohérente face au danger imminent. Un danger qui fait que, de manière collatérale, bien évidemment, ça touche ces pays-là, mais à mon sens, on ne pouvait pas faire autrement que pour pouvoir garantir, et on le sent bien, on a bien vu que nous, les clubs, on a fleur de rond, il ne faut pas oublier l'année 2020. On a quand même tenu la baraka malgré les vicissitudes, on est resté pas mal de mois, on revient tout doucement, on a des matchs en jeu, et bien nous, on prend nos responsabilités, puisque la loi et puisque les règlements nous le permettent, nous mettrons tout en place pour pouvoir conserver nos joueurs et pouvoir les avoir à disposition, parce qu'aujourd'hui, avec les nombres de journées qui restent, nous ne pouvons pas nous passer de nos joueurs capitaux pendant une semaine. Alors c'est vrai que il y a quand même un élément que je peux rajouter, c'est celle qui a été proposée par notamment le nouveau entraîneur de Rennes, Genesio, qui disait mais pourquoi peut-être qu'au niveau de la Ligue, nous on prend nos responsabilités, pourquoi la Ligue n'a pas prévu un décalage ou une annulation de la 31e journée? Ça aurait été une solution qui aurait peut-être créé plus d'unité, plus de paix, de paisibilité par rapport à nos rapports, parce que nous sommes aussi, nous avons de bons rapports aussi avec nos amis africains ou sud-américains, mais il fallait que nous, à notre niveau, le président de club, nous puissions prendre nos responsabilités. Donc nous savons que nous avons commis cet acte de rébellion, qui est une incrimination, mais vu les considérations sanitaires, c'est une nécessité qui nous permet de prendre ces décisions sans être condamnés. Je me retourne vers le jury. On connaissait ce type de rébellion avec la NBA, mais pas trop dans le foot. Voilà, donc le jury. Je souscris à ce que vient de plaider Maître Bon, c'est tout à fait logique. C'est logique, c'est celui qui paye qui décide. Et en l'espèce, écoute, le patron des joueurs, c'est pas le sélectionneur de l'équipe nationale. Non. C'est celui qui paye. Qui paye, c'est le patron du club. Ah, moi je n'ai pas d'avis. Je vous laisse sur ce sujet.
Allez, on va revenir dans un instant sur la grille qui nous intéresse. Elle vaut, je vous l'ai dit, 1 million d'euros. Il va falloir la valider dimanche avant 9h55. Mais on va se retourner vers notre invité, Matt Le Buzz. Rappelez-nous, Matt, donc, sur quel type de réseau on peut vous suivre et qu'est-ce qu'on voit sur ces réseaux-là? Bah, en fait, c'est des vidéos humoristiques sur la vie de tous les jours où je mets en situation des choses de la vie de tous les jours de manière humoristique. Voilà. Et les choses même de la vie, ça vous intéresse pas? Quel genre de choses, par exemple? Et les choses de la vie. Bah, souvent, je mets les relations, par exemple, la relation homme-femme, c'est ce qui parle le plus aux gens. Ouais, c'est bien Et ce que souvent, je je disais. tape un peu dessus pour un peu taper les... Enfin, pas taper, mais titiller un peu les femmes et comment ça elles gèrent avec les garçons au quotidien, quand on regarde un film ou un rendez-vous amoureux ou plein de trucs. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est... Vous tournez où? Plus en Guadeloupe, plus en Europe, plus en France? J'habite à Paris, moi, mais c'est vrai que je rentre souvent, je rentre tous les 2 mois à peu près en Guadeloupe pour justement tourner des vidéos, parce que je travaille avec des marques aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce qui fait que j'arrive à en vivre, quoi. Ben justement, dans cette période de crise, comment les acteurs, comment les artistes peuvent tenir le coup? Alors, pas de spectacle, parce qu'avant je faisais des spectacles, donc je ne peux pas tourner, je peux pas faire de tournée, donc ça a été annulé. Du coup, beaucoup de publicité. Donc les marques proposent, on propose des pubs à des marques, mais des pubs un peu décalées avec de l'humour et puis c'est sympa. Au niveau hexagonal, vous êtes, j'allais dire bien introduit, je retire le mot. Maître, je retire le mot. Alors normalement, je vais commencer un contrat avec France Télévisions pour une animation dans une émission. Donc pour l'instant, c'est juste ça qui me retient là-bas. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Et j'adore cette émission. on vous invitera de nouveau avec plaisir. Hein. Ah ben je serais ravi de revenir sur cette émission. Allez, la grille qu'on vous propose, la synthèse qu'on vous propose pour ce pactole d'1 million d'euros à valider dimanche avant 9h55. Elle s'affiche à l'instant même sur votre téléviseur. Voici donc la première rencontre entre Lyon et le PSG. On a fait le grand écart, 1 et 2. Lille-Nîmes, 1N. Nantes-Lorient, 1. Dijon-Reims, 2. Montpellier-Bordeaux, 1. Brest-Angers, 1 et 2. Leicester-Man U, 1 et 2. West Ham-Arsenal, 2. Aston Villa-Tottenham, 2. Hertha Berlin-Leverkusen, N2. Real Sociedad FC Barcelone, le 2. Atlético Madrid Alaves, le 1. Fiorentina Milan AC, le 2. Et ensuite, on a tous été d'accord, c'est le match le plus compliqué. AS Rome, Napoli, le 1, le N et le 2. On vous la laisse encore quelques minutes pour que vous puissiez bien la mémoriser si vous la validez, si pas extraordinaire. Si pas extraordinaire. On l'a déjà fait, on peut le refaire. On a déjà réalisé une grille parfaite dans cette émission. On peut le refaire et pourquoi pas sur ce 1 million d'euros pour vous permettre de mettre du beurre dans les épinards. Merci Maître Bon. Merci Rudy. La semaine prochaine, un nouveau client. J'espère. Et pourquoi pas le PSG Vous vouliez qui déjà, c'est le PSG? PSG contre Barcelone. Parce Non, que... vous vouliez... contre... Qu'est-ce qu'il voulait comme... Non, c'était PSG par rapport à Nantes. Ah oui, donc... Sur le mode de professionnalisme. Vous voulez donc mettre PSG en accusation. C'est ça. D'accord. Mais on verra la prestation du PSG devant Lyon. Si on met le PSG en accusation la semaine prochaine. Sachant que si le PSG joue à son niveau, il doit battre toutes les équipes. Donc s'il les bat pas, c'est qu'il y a un problème. Bon, mais on verra qui sera le client de Maître Bon dans la parole à la défense la semaine prochaine. Merci beaucoup, Rodi Béral. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous également, Matt. Et puis, bonne chance pour la suite de votre carrière. Vous avez fait une fiche bonne? Oui, oui. Et vous n'avez pas joué? Ah non. Un secret d'État. Vous avez raté ça? Non, c'est incroyable. Un secret d'État. Je suis choqué. Regardez ma veste. Oui, on a réalisé. D'ailleurs, c'est... je l'ai encore, la grille. Là. Okay. Est-ce que Rudy n'a pas joué tout seul? Qui sait hein? Alors, je vois 2 montres sur je vais vous dire. Vous savez, le jour où on a fait cette grille parfaite, je suis allé dans les statistiques de la FDJ. Sur la totalité des parieurs en France, il y avait 15 gagnants. Ah oui, donc ça payait pas. Oui, Ça payait quand même. 15 gagnants sur la totalité des parieurs. D'accord. Et en Guadeloupe, vous savez combien? 1 10. À 10. Ah ouais, quand même.
Donc on est fort. Je ne sais pas s'ils ont suivi, Des téléspectateurs. Hein. mais À sur la TV. totalité des parieurs, on a eu 10 parieurs, enfin 10 grilles gagnantes en Guadeloupe, et le reste de la France, il n'y en a eu que 5. Ah ouais, quand même. C'est peut-être parlant. C'est pas de parlant. C'est peut-être parlant. Merci à vous, merci, très belle fin de soirée sur notre antenne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle grille de la feuille de match. Très belle fin de soirée.